Boursorama de cette introduction en bourse réussie aux États-Unis vendredi. Lyft, alors Lyft vous ne connaissez pas, mais c'est le principal concurrent d'Uber aux États-Unis, numéro 2 donc des VTC sur le marché américain. Une boîte qui a perdu, c'est quand même intéressant, hein, plus de 900 millions de dollars l'an dernier, qui a quand même cramé, pardon l'expression, mais quasiment 5 milliards de dollars depuis sa naissance avec toutes ses levées de fonds, et qui donc vient de s'introduire, qui gagne 10% quasiment vendredi pour sa première journée de cotation. Ça pose quand même pas mal de questions. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Lyft qui pèse encore une fois plus de 30 milliards de dollars de capitalisation boursière après cette première séance de vendredi, qui est un succès. On se dit quoi? C'est délirant. On a cité une nouvelle forme de bulle, on rentrera dans le sujet, hein, mais voilà où on se dit que c'est un futur, peut-être un futur GAFA qui va cracher comme les GAFA ou les GAFAM ou les FANG, qui va cracher des milliards de dollars. Et donc on a un temps de retard. Sérieusement, il faut avoir beaucoup d'imagination pour penser que le potentiel d'un Lyft ou d'un Uber, c'est comparable à celui d'un Facebook ou d'un Google. Il faut vraiment beaucoup d'imagination. C'est ce que pensent les marchés aujourd'hui. Hein. Ils ne pensent rien, les marchés. Ils ont de la liquidité, ils voient les indices boursiers qui s'envolent, on est sur des rallyes. Si on passe à côté, on passe pour un idiot, voilà, tout simplement. Et puis en plus ça, le papier se fait rare. Non mais d'accord, c'est très intéressant comme argument, mais sur Lyft en tant que tel, encore une fois, Lyft qui a cramé beaucoup d'argent, encore 900 millions de dollars de perdus l'an dernier, mais voilà, mais qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas exploser, que le business model tient la route et que ça va sortir des milliards de dollars de bénéfices? Si on lit effectivement le white paper de l'introduction de Lyft, c'est monts et merveilles. Comme si Uber n'existait pas. Ah mais c'est ça le problème. C'est qu'il y a Uber et qu'il n'y a peut-être pas de la place pour les deux. Mais exactement. Ou alors ça veut dire que comme Lyft est arrivé le premier sur le marché, il va remporter, il va rafler la mise et puis Uber va sombrer. Mais Uber va tenter de s'introduire là, je pense, d'ici le mois de juin. Ouais. Avec un rapport de valorisation de 1 à 4 ou de 1 à 5. Là, je crois que la levée attendue, c'est 120 milliards. Non, pas la levée, la valorisation. La valorisation. De Uber. Ça serait quelque chose de supérieur même à Facebook. Hein. Ça serait la plus grosse introduction d'une... Alors, c'est même plus une licorne. Comment ça s'appelle? Une décalicorne ou un léviathan? Alors décacorne ou décalicorne? Un décacorne ou un léviathan. Enfin, je ne sais pas, une espèce de créature fabuleuse qui ne fait que des pertes. Hein. Depuis le début. Uber, c'est 2 milliards de pertes encore l'an dernier. Mais comment est-ce qu'on fait pour valoriser une boîte qui, pour l'instant, n'est pas cotée, là on parle pour le coup d'Uber, 120 milliards de dollars, alors que ça perd 2 milliards? En regardant les levées de fonds, on sert du niveau de... Comment on fait pour se dire, tiens, Uber, ça vaut 120 milliards? C'est sûr que ce n'est pas en actualisant les profits. Hein. En général, c'est ce qu'on fait. Hein. Voilà. Donc là, non, c'est une question de chiffre d'affaires, de part de marché. Mais je veux dire que évaluer ces entreprises qui ne font que des pertes, c'est effectivement une espèce de nouvelle science, ou alors c'est le remake de 2000. En 2000, 210 introductions en bourse en 2000, 80% des entreprises perdaient de l'argent, on les valorisait 10, 15, 20 fois leurs pertes. Lyft, c'est valorisé 22 ou 23 fois les pertes. Voilà. On est dans le cadre d'un remake. On est revenu en l'an 2000. À la nuance près que là, les business models se tiennent, qu'à l'époque, il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Là, on a des chiffres d'affaires qui sont en milliards. Ce ne sont pas des startups, ce sont des gros ETI. Non, mais on peut vraiment comparer la bulle Internet de 2000 à aujourd'hui. Sur 210 ou 215 introductions en 2000, il y a plus de la moitié des boîtes qui n'ont pas de chiffre d'affaires. L'autre moitié avait du chiffre d'affaires. Mais ils avaient ce qu'on appelle aussi le cash burn rate. C'est-à-dire, effectivement, comme vous disiez, Lyft a déjà cramé 5 milliards de cash, je crois, en 5 ans d'existence. Ouais. Uber existe depuis maintenant 9 ans, je crois. Ouais. Donc là, ils en sont à 13 ou 14 milliards de cash cramés. Mais ce sont peut-être les stars de demain, encore une fois. Après, mais peut-être, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a de la place pour les deux? Ça, c'est un vrai sujet entre Lyft et Uber. C'est toute la question que je me pose. Parce que dans le cadre des autres, des GAFA, pour le coup, ils étaient seuls, et winner takes all, et voilà. Exactement. C'était...
Alors après on a d'autres introductions dans le tuyau dont on peut éventuellement parler. Évidemment. Alors j'en ai vu une, c'est WeWork, c'est le géant du coworking qui fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 2 milliards de pertes. Oui. Voilà. Et apparemment, je lisais concurrent un direct, article- Monster n'a pas eu l'idée, dommage. Monster aurait pu avoir l'idée, et il ne l'a pas fait. Donc effectivement, eux, ils s'engouffrent là-dedans. Mais ça revient à dire, et si d'un seul coup Monster décide de répliquer, la concurrence va être rude. Hein. C'est-à-dire que, je vous pose la question, de nouveau aujourd'hui, 20 ans après la bulle Internet, enfin l'éclatement de la bulle Internet, on a encore beaucoup de boîtes déficitaires qui vont s'introduire sur la bourse américaine, Ouais. des IPO grosses, avec Très des boîtes grosse, Airbnb. qui ont des comptes qui sont dans le rouge, pareil qu'il y a 20 ans. Ah oui. Oui, sauf qu'il y a 20 ans, il y avait quelque chose. Les boîtes font des milliards d'euros de chiffre d'affaires, encore une fois, pardon. Oui, non, elles mais, n'ont pas la même taille. non, mais Pinterest, Airbnb, Slack, il y a du chiffre d'affaires derrière. On est d'accord. Mais Et du gros chiffre d'affaires. voilà. On a peut-être sur Airbnb quelque chose là qui tient la route, mais qui, une nouvelle fois, est estimé à des niveaux de valorisation absolument Mais on ne stratosphériques. disait pas ça de Facebook au moment où il s'est introduit, on disait la même chose. Facebook, on s'est demandé à l'époque s'ils tiendraient leurs promesses de recettes publicitaires. Et ils les ont tenues. Tout le monde ne tiendra peut-être pas ses promesses. C'est là. Mais la grosse différence avec l'an 2000, c'est qu'en l'an 2000, il y a plus de ça, les taux n'étaient pas à zéro. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'argent coûtait quelque chose. Et donc, Eh ben, c'est-à-dire que très très vite, avec un coût de l'argent, les mauvais dossiers, ils sont tombés comme des mouches très très vite parce qu'il fallait se refinancer. Et plus on se refinançait, plus l'argent coûtait cher. Parce qu'on avait fait une IPO, mais derrière, il fallait faire encore des levées de fonds. Et encore, puisque avant qu'une et entreprise donc la atteigne situation est plus favorable aujourd'hui, vous écoutez. Alors, elle est plus favorable, mais elle est plus piégeuse. C'est-à-dire que si aujourd'hui on avait des taux à 3, 3,5, etc., et qu'on n'est pas à Larry Kudlow qui nous dise hier qu'au contraire, C'est la récule de l'eau. Ah oui, c'est le c'est le conseiller. conseiller spécial de notre banque qui nous annonce conseil. que les taux aux États-Unis vont revenir de 2,5 à 2. Hein. Carrément, c'est une demande qui fait comme ça en aparté à la Fed. Donc, avec de l'argent qui coûte rien, pour l'instant, tout le monde peut survivre. Mais le jour où les taux vont peut-être se mettre à... Ouais, mais on ne sait pas, on sait pas. Là, on spécule aussi, on ne sait pas trop les taux quand ils vont remonter. Alors, les taux des banques centrales ne vont pas remonter, c'est sûr, c'est une promesse, mais il y a un moment où le marché va finir par faire effectivement ou pas. L'exemple du le Japon, prix. l'exemple du Japon, c'est que le marché n'a toujours pas fait le prix, que les taux. Mais c'est encore un autre sujet, même si je comprends l'idée. La Voilà. question là, c'est de se dire encore une fois, pourquoi il y a autant d'appétit de la part des investisseurs américains pour des boîtes qui ont des comptes qui sont autant dans le rouge. Alors, l'espoir fait vivre, Encore bien une fois, sûr. voilà, c'est ça, c'est l'espoir d'avoir un gain en capital Mais énorme. Et il y a surtout autre chose, c'est que, depuis 2003, 50% des Ouais. titres négociés à Wall Street ont disparu. Oh. Ils n'ont pas disparu parce que les boîtes Sont ont dans fait votre poche. faillite, ils ont été tout simplement rachetés par les entreprises elles-mêmes. 50%. L'année dernière, 800 milliards de titres ont été rachetés après 540 Donc il y a milliards. moins de papier en circulation. Il y a 540 moins de- milliards en 2017, ça fait donc presque 1500 milliards de papier qui a disparu en seulement 3 ans. Et malgré le fait que la Fed avait arrêté ses quantitative easing, c'est-à-dire que depuis que M. Trump a fait passer sa taxe réforme, 1500 milliards de papier a disparu. Conséquence. Et en face, on a eu 42 milliards d'introduction en bourse en 2017, 47 milliards en 2018, c'est-à-dire qu'en tout, on n'a même pas 100 milliards d'introduction face à 1500 milliards de papier qui disparaît. Donc vous avez une raréfaction. C'est la rareté. Là, le papier devient rare. Et en plus de ça, comme les taux ne rapportent rien, comme je le disais, eh bien, la conjonction des deux. à la limite, une entreprise, si elle rapporte rien, finalement, elle rapporte comme les taux d'intérêt qui rapportent rien, mais avec l'espoir que derrière, il y a un miracle ou une concentration. Parce que, après tout, l'histoire, c'est peut-être que Lyft s'introduit, Uber s'introduit derrière, et puis Uber rachète Lyft dans 2-3 ans. Il faudra que la concurrence, parce que les deux en part de marché, on a vu aux États-Unis, ce serait un peu colossal. Voilà. Vous voyez les raisonnements Parce qu'il n'y a pas derrière. beaucoup, encore une fois, d'introduction de valeur tech et que beaucoup de papier est sorti, était supprimé, encore une fois, en bourse, et que les taux d'intérêt sont bas, tout ça fait que malgré des comptes dans le rouge, c'est ça, il y a une appétence, il y a
Ces boîtes-là, Lyft et d'autres, ne rebutent pas les Je investisseurs. donne un seul exemple. Apple, cette année, ça sera 74 milliards de rachats de titres. Apple, tout seul, rachète plus de titres qui ne s'en est introduit sur l'ensemble de l'année 2018. Enfin, voilà. Non, mais le prolongement de tout ce qu'on se dit là, Philippe, c'est que derrière, il y a une forme de nouvelle, on pose la question de nouvelles bulles sur ces valeurs-là qui s'introduisent, comme Lyft, qui pèse encore une fois quasiment 2 fois PSA, sauf que PSA gagne des milliards. Maintenant, oui. C'est ça le Oui, sujet, en fait. mais quand vous avez des Morgan Stanley, des JP Morgan, peut-être Goldman Sachs pour Uber, c'est un pari que je prends, ces gens-là savent très très bien vendre ce genre de dossier. C'est eux qui font l'opinion. Il faut faire le parallèle, encore une fois. Ils font l'opinion. On fait le parallèle avec l'an 2000, avec la bulle Internet. Ah oui, tout à fait. Enfin, en ce qui me concerne... Même si l'environnement n'est pas le même, encore une fois. Et même si on avait des startups, là, on a des gros ETI avec des milliards de chiffres d'affaires, des business models qui tiennent la route. Il y a des clients, des communautés en millions de personnes. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2000, les dossiers se montaient en 6 mois, et en 6 mois, vous aviez une IPO. Là, si vous prenez Uber, ça existe depuis 9 ans, Pinterest, ça existe, je crois, depuis 8 ans. Voilà, donc tout ça est rassurant. On parle même de Palantir, mais tout ça est rassurant. Qui date ça fait 16 ans que Peter Thiel a cofondé ça avec la CIA. C'est quoi ça, Palantir, c'est quoi? C'est Minority Report. Hein. C'est une collecte d'informations gigantesque de façon à prédire des mouvements d'opinion, des événements géopolitiques, géostratégiques, etc. C'est extraordinaire. Hein. Et c'est dans le pipeline des introductions des IPO aux États-Unis. Oui. Alors, je vais attirer votre attention sur une chose, c'est que c'est ceux qui ont participé à toutes les levées de fonds, qui en ont remis au fur et à mesure, puisqu'on parle de dossiers comme ça qui ont 8, 9, 10 ans, 16 ans, pourquoi est-ce que d'un seul coup ils veulent sortir ? Pour matérialiser leur plus-value. Bien sûr. Ce qui est normal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Uber, en 2016, juste avant que M. Trump soit élu, ce qui était la surprise, mais à l'époque, on se disait, là, le marché, il est au plus haut du plus haut. Donc, si on introduisait Uber en 2016, on pouvait l'introduire pratiquement au plus haut historique. Et les actionnaires se sont dit, non, attendre encore un peu, on peut peut-être encore booster la valorisation. Et tout le monde s'est tenu le raisonnement qu'on boostait la valorisation. Si aujourd'hui on l'introduit, ça veut dire que ceux qui ont misé estiment qu'ils sont arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient espérer. Et je pense qu'il y a eu la grande trouille du 4e trimestre 2018. On s'est dit... Là, il y a une fenêtre de tir, il faut y aller là. Mais si on avait tout envoyé en juillet, août, septembre 2018, on se serait... Vous êtes cynique là, mais après on a envie de se dire... Des déficits. Je me mets à la place de quelqu'un qui a mis des billes dans une entreprise. Il y a un moment où je me dis, est-ce que je peux espérer plus? Et après avoir vu l'automne 2018, il y en a qui ont dû se botter les fesses, s'auto-botter les fesses en disant, mais pourquoi on ne l'a pas fait en août, quoi? On aurait vendu au plus haut. D'où la fenêtre de tir. Après, encore une fois, on finit là-dessus, Philippe, des boîtes qui sont déficitaires de manière chronique ou durable, ça ne marche pas tout le temps non plus en bourse. Il y a ces exemples de groupe. Snap, a été sanctionné. Twitter, qui n'a été bénéficiaire qu'un seul trimestre dans son histoire. Snap, qui n'a jamais été bénéficiaire. On est entre 20 et 60% plus bas que le cours d'introduction. Ça ne marche pas à tous les coups. Et au bout d'un moment, la sanction, elle viendra. Ça va même plus loin que ça. Il y a plus de 50% des boîtes introduites où on perd de l'argent, voire beaucoup d'argent, 70-80% de sa mise. Hein. Depuis quand? Et ça a été... depuis, en fait, l'élection de Trump, c'est un petit peu, moi, mon point origine, puisque Trump prolonge artificiellement le cycle de croissance économique, redonne d'un seul coup des ailes à la bourse, et on a introduit tout et n'importe quoi avec des promesses totalement intenables. Moi, je prends des valeurs phares. Encore une fois, Snap et Twitter, ce sont des poids lourds. Je veux dire, c'est pas... et même ces valeurs-là, encore une fois, Snap, 60% plus bas que son cours d'introduction, 20% plus bas pour Twitter. Oui. Donc Twitter, la sanction, elle arrivera un jour ou l'autre. Twitter refuse simplement d'engranger toutes les recettes publicitaires qu'il pourrait engranger. Twitter pourrait devenir très vite profitable. Et alors, pourquoi? Mais ils ne le font pas. C'est-à-dire parce que pour l'instant, ils continuent de s'accrocher au modèle d'une plateforme d'échange qui n'est pas pourrie de pub, quoi qu'on commence à avoir de plus en plus de contenu sponsorisé sur Twitter. Donc, Twitter peut devenir vite profitable. Au détriment de sa croissance.
Oui. C'est ça le sujet. Mais Snap, je ne sais pas comment on le rend rentable. En tout cas, manifestement, on n'a pas trouvé. Ouais. Voilà, on voulait vous parler donc tout ça. Le point de départ, c'était dans l'actualité Lyft, inconnu en France, mais numéro 2 des VTC sur le marché américain, qui s'est introduit avec succès, encore une fois, plus 10%. Introduction dans la fourchette haute, quasiment plus 10, hein, c'est ça vendredi. C'était 65-68 d'origine, et puis Ouais. ça a été 70-72, et ça a été 72. Voilà. Et puis ça a été derrière, on a fait jusqu'à 88. Ouais, et c'est retombé à quasiment $80. Enfin bon. Quasiment 30 milliards de capi pour cette boîte qui a encore perdu l'an dernier 911, on est précis, millions de dollars. Merci pour ce point de vue, signé Philippe Béchat, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci.